Bonjour, ici Patricia Powers. Bienvenue à cette première rencontre virtuelle de la librairie Poirier de Trois-Rivières. Alors, on a décidé, nous, d'aller à votre rencontre et de vous présenter les livres. Et aujourd'hui, ben, écoutez, un sujet fort d'actualité. Nous sommes en novembre et présentement a lieu des représentations, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais disons des représentations autour de la loi 21, la loi sur la laïcité. Et certains groupes revendiquent et veulent faire entendre leur voix. Alors, pour discuter de ça, à l'intérieur de ce livre qui s'intitule « Les enjeux d'un Québec laïque », la loi 21 en perspective, eh bien, nous permet de poursuivre cette réflexion et c'est sous la direction, c'est un collectif, sous la direction de Lucia Ferretti et François Rocher. Lucia Ferretti, je vous le rappelle, est historienne et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le département des sciences humaines et François Rocher de l'Université d'Ottawa. Pour discuter de tout ça et de tous ces enjeux, ben, je vous présente avec beaucoup de plaisir Madame Lucia Ferretti. Bonjour Lucia. Bonjour, bonjour, merci beaucoup. Ben merci à vous d'être là, de discuter de ce livre. C'est assez impressionnant pour éclairer ce qui se passe actuellement. Il faut remettre en contexte la loi 21 qui a été adoptée en 2019. Malgré ça, il y a encore des représentations. Et vous, avec 12 collègues, vous avez décidé de faire le tour de la question avec ce livre-là. Oui, c'est ça. La loi sur la laïcité de l'État, la loi 21, c'est quand même une loi qui est importante dans le Québec d'aujourd'hui. C'est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui actuellement et pour les prochaines années va être contestée devant les tribunaux par des gens qui prétendent qu'elle n'est pas vraiment démocratique et elle brime la liberté de religion. Alors, il nous a semblé à François Rocher, à moi et à une dizaine d'autres collègues, comme vous dites bien, qu'on pourrait présenter cette loi-là, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle permet de faire et pourquoi on trouve que c'est une loi qui est tout à fait légitime. Le Québec avait le droit de voter une loi sur la laïcité de l'État et de réguler à sa propre façon, dans le fond, les liens entre l'État et la religion. Qu'est-ce qu'on peut en faire et quel est l'objectif de ce livre, outre que de nous instruire davantage sur la loi? Bien, on peut dire que tous les membres du collectif ont deux objectifs avec ce livre-là. Le premier, comme il y a quand même plusieurs juristes qui font partie du collectif, c'est d'apporter des arguments pour aider les juristes qui sont devant les tribunaux à défendre la loi. Le deuxième objectif, c'est que cette loi-là bénéficie d'un fort consensus au Québec. Toute origine, religion, langue confondue, les 2/3 des Québécois appuient la loi. Et nous, on trouvait que c'est important qu'on maintienne cet appui-là à la loi. Et donc, on a voulu en montrer le caractère démocratique, le caractère modéré, le caractère de porteur d'une capacité de vivre ensemble pourvu que tout le monde y mette un peu du sien. En lisant tout ça, on parle des signes religieux, on parle justement de la question du juridique, du politique aussi, vous l'abordez. C'est ça. Le livre veut explorer la question de la loi sous différentes perspectives. Alors, il y a la perspective juridique, on en a parlé. Il y a la perspective plus historique, sociologique, comme vous l'avez évoqué. Et il y a la perspective, disons, la laïcité dans le système scolaire. Il y a aussi un extrait fort intéressant, un texte fort intéressant d'une femme musulmane qui est politologue et, comme, mon Dieu, j'oublie son nom là rapidement. Yasmina Chouakri. Yasmina Chouakri. Bon, elle dit, écoutez, c'est comme si on avait l'impression, puis je vais vous dire suite à la lecture, c'est comme si on avait l'impression que toute cette question-là de la laïcité, tout ça, ne tournait que du côté de la religion musulmane, alors que cette loi-là englobe toutes les religions et tous les aspects de la laïcité. Mais elle prend la peine de dire, ben écoutez, voici mon point de vue, moi, pour nous, femmes musulmanes, et l'association avec le voile. C'est comme si elle mettait ça tout clair, tout bien, pour qu'on puisse davantage comprendre ce qui se passe. Yasmina Chouakri, oui, elle est politologue, mais elle travaille aussi de très près avec les femmes immigrantes, avec des femmes musulmanes.
Et elle a écrit un texte où, dans le fond, elle est triste. Elle est triste parce qu'elle dit « femme musulmane », ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Mais pour les islamo-conservateurs, femme musulmane veut dire et doit être femme voilée. Et quand certaines féministes, dans un certain courant féministe d'une nouvelle gauche actuelle, vont dans le même sens que les islamo-conservateurs, en disant le droit au voile, quand en réalité, c'est une lutte souvent pour les femmes de ne pas le porter. Certaines le portent volontairement, mais il y a une pression sociale aussi à le porter. Elle trouve ça dommage, puis elle se dit, mais qui va venir avec nous aider dans la lutte si même maintenant certains mouvements de gauche ou certains mouvements féministes veulent faire passer le voile comme un choix complètement libre quand ce n'est pas toujours, ni peut-être même souvent le cas. Alors, elle espère, disons, qu'on va cesser de faire l'amalgame entre femmes musulmanes et femmes voilées parce qu'elle dit, moi je travaille auprès de femmes immigrantes, parmi lesquelles des musulmanes. La question de la loi 21, c'est pas ça leur défi. Non. Le défi, c'est trouver un bon emploi et jouir de l'égalité qu'elles sont venues chercher ici. Mais est-ce que, justement, c'est possible d'aller dans la réflexion plus loin que seulement l'aspect judiciaire? On en parlait tantôt. Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, je reviens là-dessus, la spécificité du Québec qui est comme un peu mise de côté, comme si on voulait remettre un peu le Québec à sa place? Oui, certainement qu'il peut y avoir de ça. Certainement qu'il peut y avoir de ça. Vous avez raison d'attirer l'attention sur les aspects quand même. Il y a 4 textes sur l'aspect juridique, vu que c'est une question de loi. Alors, Julie Latour, elle montre bien que loin d'enlever des droits, la loi en donne, au sens où elle donne à tous les citoyens le droit d'avoir des services publics laïques. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Il y a Daniel Turp qui dit contre tous les arguments, il y a une liste est longue, qui viennent contre la loi, lui apporte les arguments pour défaire ces arguments-là et qui, en fond, se résument à ce que vous venez de dire. Le Québec a le droit de faire ses choix, c'est même prévu par la Constitution. Légiférer sur la religion, c'est une compétence provinciale et le Québec a le droit de réguler ses employés, fonctionnaires ou dans les services scolaires. Il y a Patrick Taillon qui souligne quelque chose que la clause nonobstant est valide pour 5 ans jusqu'en 2024, mais qu'après, si le Canada justement ne reconnaît pas le droit du Québec de faire ses propres choix, bien, tout va être à recommencer parce que la clause sera tombée. Et il y a Guillaume Rousseau qui explique qu'actuellement, il y a 3 lois au Québec, 3 lois sur les régimes de retraite des enseignants et des fonctionnaires qui avantagent les femmes. Et si un des arguments avancés par les adversaires de la loi, qui est que la loi 21 va contre l'égalité des hommes et des femmes, si cet argument-là était retenu, on pense qu'il ne peut pas être retenu parce que c'est inexact, mais alors on pourrait contester les 3 lois sur la retraite qui, dans certaines conditions précises, avantage les femmes. Vous parlez du juridique, il y a d'autres aspects, on le mentionnait, il y a 4 grandes parties à l'intérieur du livre, l'aspect sociologique, philosophique. Parlons maintenant des signes religieux et l'école. Normand Baillargeon, il dit, je ne comprends pas pourquoi en ce moment une certaine partie de la gauche s'élève contre la laïcité, étant donné que c'est une idée de gauche et c'est même une idée qui est née pour justement l'école, pour permettre une école, disons, où il n'y a pas de religion. C'est que l'école en France, c'est très séparé. Et sur la question des signes religieux, il y a Paul Sabourin et Charles-Étienne Gilles. Leurs arguments exprimés différemment, mais se rejoignent. Et dans le fond, ce qu'ils disent, c'est oui, l'enseignant, l'enseignante, le directeur d'école, les personnes en autorité à l'école ont droit, évidemment, à leur liberté de religion, liberté de conscience. Personne ne remet ça en question et c'est pas d'enlever les signes religieux pendant les heures de classe qui change grand-chose. Mais ça, c'est si on se place du point de vue de l'adulte. Mais si on se place du point de vue de l'enfant, l'enfant a droit, lui aussi, à sa liberté de religion et à sa liberté de conscience. C'est un public captif,
pendant toute la durée de l'école, la journée de classe. C'est un public plus vulnérable parce que ce n'est pas lui qui a l'autorité dans la classe. Et au fond, en effet, à l'occasion, le message reçu à la maison et le message reçu à l'école peuvent être en dissonance. Donc, puisqu'un signe religieux n'est pas absolument nécessaire pour enseigner le français, l'histoire, les mathématiques ou que sais-je, peut-être que, par respect pour la liberté de conscience et de religion des enfants, par respect peut-être pour des familles qui ont pu dans le passé, dans leur pays ou ici au Québec aussi, souffrir du poids de la religion, peut-être qu'on pourrait essayer d'éviter d'imposer une dissonance aux enfants et que dans le fond, toutes les valeurs familiales sont bonnes, c'est ça la démocratie et tout ça, et à l'école, un certain espace de neutralité évite les dissonances et l'inconfort des jeunes éventuellement. Tous ces aspects-là que vous soulevez à l'intérieur du livre sont des atouts pour la défense, justement, de cette loi-là. Ça a été fait aussi dans cet objectif-là, faire comprendre, éclairer, remettre la lumière sur la loi. Les prochaines étapes, Lucia, là, il y a des représentations jusqu'à la fin novembre. On mentionne aux gens que nous sommes en novembre 2020, le 19. Jusqu'à la fin de novembre, il y aura des représentations pour contrer justement la constitutionnalité de cette loi-là. La suite des choses, vous qui êtes au fait, qui êtes historienne, d'après vous, qu'est-ce que ça va être la suite des choses? Tout le monde s'attend à ce que, quel que soit le verdict de la Cour supérieure, les choses iront en appel et ensuite, quel que soit le verdict de la Cour d'appel, les choses iront jusqu'à la Cour suprême. Donc, disons qu'on en a pour plusieurs années à entendre parler de la loi 21 et des contestations judiciaires autour de la loi 21. Ce qui est important de rappeler, c'est que le Canada est un pays laïque, le Québec est une contrée laïque, une société laïque, mais qu'ils ne comprennent pas la laïcité de la même manière. Pour le Canada, les convictions individuelles sont les choses les plus importantes. Au point même que si, par exemple, vous pensez que votre religion vous interdit de travailler le dimanche, même si votre religion est moins stricte qu'elle a pu l'être à l'époque là-dessus, votre employeur va devoir vous trouver un accommodement raisonnable. Parce que pour le Canada, la conviction personnelle est la chose la plus importante. Pour d'autres pays en Europe et au Québec dont on s'inspire, la neutralité de l'État, c'est ça qui est le plus important. Et dans la neutralité est englobée l'apparence de neutralité. Et c'est la raison pour laquelle le Québec souhaite que sur les heures d'ouvrage, avec des clauses grand-père, des protections, etc., mais sur les heures d'ouvrage, les employés ne portent pas de signes religieux. C'est une valeur de laïcité, le Canada aussi une valeur de laïcité, mais qui n'insiste pas exactement sur les mêmes points. C'est pas la liberté de religion contre l'oppression religieuse. Dans les deux cas, c'est la liberté de religion, mais comprise d'une manière un peu différente. Alors, ce que le Québec prétend, c'est que il a le droit, dans le cadre d'une société libre et démocratique et qui respecte ce principe fondamental qui est la liberté de conscience et de religion, dans ce cadre-là, le Québec prétend qu'il peut faire ses propres choix et réguler la question Église-État à sa façon. On va voir si le Canada voit les choses du même œil. Ça va aller jusqu'en Cour suprême. Bien, je pense que d'ici ce temps-là, on invite les gens à lire ce livre parce que vous nous en avez parlé avec beaucoup de conviction et beaucoup d'engouement aussi. Alors, on invite les gens à lire Les enjeux d'un Québec laïque où justement, on peut poursuivre cette réflexion avec les nombreuses pistes que vous nous avez données et finalement se faire une idée peut-être un peu plus claire de ce qui nous attend. Lucia Ferranti, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je vous rappelle que ce livre-là est disponible à la librairie Poirier ainsi que dans toutes les librairies indépendantes du Québec.